En mars 1421, la Chine est alors en paix. Si les peuples des 4 coins du monde sont épanouis, je serai aussi très heureux de partager le bonheur de la paix avec tous mes amis. L'homme de confiance de Zhu Di, Zheng He, l'eunuque surnommé Sanbao, 3e trésor, fut chargé de diriger une immense flotte océanique pour escorter les diplomates étrangers retournant vers leur pays. L'empereur espérait que Zheng He, son représentant, pourrait établir un lien entre la grande dynastie Ming et le monde entier, afin de vivre en paix avec d'autres pays et de partager une époque paisible et prospère. De 1405 à 1433, Zheng He effectua 7 expéditions maritimes dans les océans occidentaux, dirigeant ces grandes flottes composées de plus de 27 000 membres d'équipage, officiers et soldats, sur 240 navires allant jusqu'à l'île de Java en Inde et même jusqu'au détroit d'Ormuz. Dans le traité militaire conservé à l'armurerie de la Cité interdite, on trouve une grande carte détaillée des expéditions de Zheng He vers l'ouest, montrant clairement que sa flotte a franchi les limites géographiques du pays pour atteindre des lieux lointains jusqu'alors inconnus. Avant le début des grandes découvertes du monde, la Cité interdite, située sur le continent asiatique, à travers les expéditions de Zheng He et l'aide des émissaires étrangers, traça un premier aperçu de l'aspect du globe. Aujourd'hui, le pavillon des meubles du musée du Palais impérial expose divers meubles des cours des dynasties Ming et Qing, parmi lesquels la remarquable garde-robe en bois de poirier à motifs de personnages et incrustations de nacre et de mica. Cette armoire présente des célèbres contes traditionnels chinois comme le duc Jiang à la pêche, Adao sauvé par le général Zhao Yun et 3 visites de la chaumière. On peut voir sur ce meuble des personnages groupés de plusieurs races, au nez haut et aux yeux profonds, portant différents costumes. Ils tiennent des bicornes et éléphants, chevauchent des lions, portent des hottes de trésors pour les offrir à l'empereur de Chine. Cette image d'étrangers venant offrir des présents et animaux de bonheur représente une scène prédominante de cette garde-robe. Les familles royales des dynasties Ming et Qing étaient très enthousiastes quant aux événements spectaculaires où des émissaires étrangers se présentaient à la cour impériale de Chine. De telles scènes thématiques apparurent très souvent sur les meubles royaux des dynasties Ming et Qing. 紫禁城里的毒品呢，它是有生命的。明代呢，它是一个特别崇尚万国来朝的这么一个时代，特别是永乐时候。 因为当时正好下西洋，其次下西洋之后呢，有150多个国家来到大明，进献了斑马、大象、长颈鹿。在永乐的很多的文献里面都有记载，他把这个时代万国来朝的这个场面，永久的刻画在这个柜子上面了。 Depuis l'empereur Zhou Yuanzhang, fondateur de la dynastie Ming, une grande importance fut portée au commerce extérieur. Des politiques concernant les affaires étrangères furent mises en œuvre. Un jour, Zhou Yuanzhang ordonna la création de 16 restaurants de la capitale à Nanjing, spécialement destinés à l'accueil des invités, les célèbres 16 maisons de l'histoire de la dynastie des Ming. Il promulgua ensuite un édit pour envoyer des émissaires dans plusieurs pays afin d'établir d'amicales relations diplomatiques. Parmi les 16 maisons de Nanjing, la maison des invités et celle des traducteurs furent spécialement dédiées au divertissement des émissaires étrangers. Pour le nouvel empire qu'il venait d'établir, le fils du ciel de la dynastie Ming avait l'espoir de créer une alliance mondiale par la diplomatie et d'ériger ainsi l'image d'une grande puissance orientale.
À partir de cette période, le pays entra dans une ère prospère, soutenue par les nouvelles politiques étrangères de Zhou Yuanzhang. Cependant, une affaire survenue au cours de la 12e année du règne de Hongwu fut un point tournant dans la direction de la politique maritime de la dynastie. Hu Weiyong, alors Premier ministre, très apprécié par Zhou Yuanzhang, prit le contrôle des 6 ministères et se chargea également des affaires étrangères. Devant l'empereur, il apparaissait prudent, mais dans son dos, il s'imposait en réalité comme une personne très ambitieuse et dominatrice. Il domestiqua des singes à la maison, leur faisant porter des habits et chapeaux d'officiers et les forçant à saluer de manière ridicule. En 1380, lors de la venue d'émissaires d'Asie du Sud-Est pour honorer et payer un tribut à la dynastie Ming, Hu Weiyong ne rapporta pas cette visite à Zhou Yuanzhang. L'empereur, sensible à l'affaire, le prit comme un défi à son propre pouvoir. Suite à cet incident, Zhou Yuanzhang ordonna une enquête approfondie sur Hu Weiyong et trouva des preuves inattendues de sa trahison au profit du Japon. Furieux, Zhou Yuanzhang mit alors en œuvre une politique d'interdiction des activités maritimes en ordonnant à tout navire de ne pas prendre la mer. Ainsi, la nouvelle diplomatie de la dynastie Ming fut durement touchée par cette situation. Certains pays d'Asie du Sud-Est, qui vivaient en étroite coopération avec la Chine, se virent interdire le commerce et les échanges avec la dynastie Ming. Chaque période a sa propre politique. Cette situation ne put donc changer qu'après l'arrivée au pouvoir d'un nouvel empereur de la dynastie Ming. Zhu Di prit le contrôle de la dynastie par la force, car il n'était pas l'héritier légitime du trône. Désireux d'être reconnu par le monde extérieur, il voulait affirmer sa grandeur et son statut de nouveau souverain. Aussitôt installé sur le trône, il commença par rétablir une politique étrangère. Pour faciliter les échanges amicaux avec d'autres régions, Zhu Di créa au sein du palais impérial une maison des langues étrangères, soit la première école de traduction dans l'histoire chinoise. Son rôle était de traduire des livres de différents pays et de former des talents en langues étrangères. Composé tout d'abord de 8 départements, l'établissement enseigna respectivement le tatar, le mongol, le tibétain, le bengali, le perse, le thaï, l'ouïghour et le birman. Ces 8 langues correspondaient aux 8 destinations dans les échanges extérieurs pendant le règne de Zhu Di. Et bien sûr, dans sa stratégie, il jeta d'abord son dévolu sur la voie maritime. Selon des rumeurs persistantes, l'un des objectifs des expéditions maritimes de Zheng He, sous les ordres de Zhu Di, fut de retrouver les traces de Zhou Yunwen, l'empereur Jianwen disparu. Mais cela reste une légende, car l'histoire prouva que les grands voyages de Zheng He vers l'ouest avaient une bien plus grande signification. De 1405 à 1433, Zheng He effectua 7 expéditions, allant jusqu'à l'île de Java en Inde et même jusqu'au détroit d'Ormuz. Il y a plus de 600 ans, les flottes de la dynastie Ming pouvaient déjà naviguer librement dans les océans Indien et Pacifique, démontrant pleinement à cette époque le niveau très élevé de la technologie de construction navale et de navigation du pays. Le livre intitulé Yingya Shenglan, magnifiques voyages et paysages dans les mers occidentales et régions lointaines, détailla les expéditions des flottes de Zheng He en narrant les us et coutumes d'une vingtaine de pays visités.
Ce fut non seulement une importante source d'information pour partager les voyages de Zheng He vers l'ouest, mais aussi de riches écrits pour étudier l'histoire asiatique du XVe siècle. Ma Huan, l'auteur de cet ouvrage, qui maîtrisait bien le persan et l'arabe, officia en tant que traducteur pendant le règne de Yongle. Sélectionné pour rejoindre la flotte de Zheng He, il l'accompagna dans 4 voyages. Une lourde page historique était tournée. Pour retracer les grandes aventures de Zheng He dans les océans occidentaux et mieux apprécier la détermination de Zhu Di pour découvrir l'Ouest, commençons par le point de départ, Nanjing. Voici le parc des ruines du chantier naval de Nanjing, l'ancien site du chantier naval de Longjiang, appelé l'atelier des trésors à l'époque de Zheng He. Au départ, il y avait 7 quais sur le site d'origine, qu'on appela les Jiutang. De nos jours, seuls 3 d'entre eux sont encore visibles, alignés d'est en ouest jusqu'au fleuve Yangtze. La plupart des navires sur lesquels Zheng He navigua furent tous construits par des artisans d'ici. Le bateau géant en bois, qui se dresse actuellement au bord de l'eau, est une reproduction de celui de Zheng He. Ce navire a été élaboré par les artisans d'aujourd'hui, d'après le traité militaire et plusieurs anciennes reliques culturelles découvertes sur le site. Pour un navire marchand géant utilisé pour naviguer dans l'océan Pacifique, le fait d'être gigantesque était loin d'être un élément suffisant. Zhang Guohui est un héritier de l'artisanat des bateaux de style Ming d'un village dans la province du Fujian. Issu d'une famille de marins-pêcheurs depuis des générations, ce passionné de l'artisanat d'anciens navires depuis son enfance s'est consacré à la promotion de ce patrimoine immatériel chinois pendant plus de 30 ans. 我们这个中国的这个海船，这个水密革上是我们这个祖先最大的发明。13个双桅，它们都是独立的。如果是说少量的水，它会集中到这个中间这个位置。如果是说船底外壳任何一个双桅，碰坏了，那就马上把那个双桅独立起来，外面水到哪里它就到哪里，不会算过来算过去。所以说整条这个船它还是保持这个平衡的。 Dès les dynasties Qin et Han, les bateaux chinois partaient de la péninsule de Lezhou avec de grandes quantités de soie et d'or. Ils traversaient, entre autres, l'actuel Vietnam, la Thaïlande, la péninsule de Malaisie, la Birmanie, puis naviguaient jusqu'au royaume de Kanchipuram en Inde pour des échanges avec les produits locaux de ces pays. Plus tard, cette voie fut appelée route maritime de la soie. Quanzhou est le lieu où Zheng He rentra de son voyage vers l'ouest. Lors des grandes expéditions maritimes de Zheng He, ses flottes partirent pour Taichung, puis firent une pause au port de Taiping, comté de Changle, à l'embouchure de la rivière Minjiang, en attendant que le vent ouvre l'océan. À cette époque, le port de Quanzhou était le témoin de nombreuses célébrations. Les prières pour le vent ou encore les sacrifices à la mer se succédaient pour souhaiter une bonne navigation et encourager les marins-pêcheurs et le commerce d'outre-mer, et ce à chaque départ ou retour de navires au port. Ainsi, l'île de Mezhou du Fujian est devenue le berceau de la culture Mazu, la déesse de la mer. Chaque année, le 23 mars, d'après le calendrier lunaire, marque l'anniversaire de Mazu. La veille, des Chinois du monde entier se rassemblent sur l'île de Mezhou à Putian, dans la province du Fujian, pour veiller la nuit sur Mazu et prier pour la paix.
En automne 1405, la flotte de Zheng He se réapprovisionna au port de Changle du Fujian en attendant le souffle de la mousson nord-est de l'hiver pour pouvoir naviguer vers le sud, le long du courant océanique. C'était le premier voyage de Zheng He vers l'ouest. Portant la gloire de la grande dynastie Ming, ces navires naviguèrent plus loin, encore et toujours plus loin. Situé entre la péninsule malaise et l'île de Sumatra, le détroit de Malacca s'étend du sud-est au nord-ouest, avec à ses deux extrémités la mer d'Andaman qui se jette dans l'océan Indien et la mer de Chine méridionale qui débouche dans l'océan Pacifique. À l'ère des voiliers, Malacca était le point de passage stratégique pour la navigation dans l'océan Indien, le contrôle du détroit et le commerce maritime entre l'Est et l'Ouest. Il y a 600 ans, de 1405 à 1433, Zheng He influença l'histoire de Malacca en conduisant à plusieurs reprises une immense flotte pour traverser ce détroit. Malacca, fondée depuis seulement 2 ans, était toujours un territoire dépendant du gouvernement siamois. Sous les ordres de Zhu, Zheng He offrit aux chefs tributaires 2 sceaux d'argent, des couronnes, ceintures et robes royales, et fit ériger une stèle déclarant la fondation du royaume de Malacca. Depuis lors, le Siam n'osa plus envahir Malacca. En reconnaissance du soutien de la dynastie Ming, le roi de Malacca se rendit personnellement en 1415 en pèlerinage dans l'Empire Ming, soit durant la 13e année du règne de Yongle. Selon les anciennes valeurs chinoises, une nation puissante doit assumer ses obligations en tant que grand pays, en aidant les plus faibles et en défendant la justice et la moralité du monde. La flotte de Zheng He tint justement ce rôle. Au milieu de l'ère de la dynastie Ming, Xu Ying, l'un des 4 grands artistes de Suzhou, a peint un long rouleau « Pèlerinage des émissaires » sous le règne de Jiajing. Cette œuvre représente plusieurs délégations d'émissaires venant du Vietnam, de Malaisie et de Sumatra en route vers Beijing pour honorer la dynastie Ming. Afin de protéger et sécuriser le système tributaire des Ming et des pays d'Asie du Sud-Est, la marine des Ming mena 2 grandes opérations de maintien de la paix dans cette région. La première opération, dans la 4e année de Yongle, se déroula lors du premier voyage de Zheng He vers l'ouest. Avec l'aide du chef local des Chinois d'outre-mer, la marine des Ming captura le chef des pirates de la région, puis l'emmena à Nanjing. La deuxième, dans la 13e année de Yongle, eut lieu lors du 4e voyage de Zheng He, où il octroya aux chefs tributaires de Sumatra des couronnes et ceintures royales, sous les ordres de l'empereur de Chine. Or, Suganla assassina le roi de Sumatra pour usurper le trône, mais la cour impériale des Ming le considéra comme un faux roi. Exaspéré que l'empereur des Ming ne le récompense pas, Suganla dirigea une armée pour intercepter la flotte de Zheng He. Alors l'amiral chinois conduisit l'armée des Ming et troupes locales à se battre contre lui et le captura vivant. Ces 2 opérations de Zheng He établirent le prestige de la grande dynastie Ming dans la région et assurèrent le bon déroulement du commerce tributaire des Ming et des pays d'Asie du Sud-Est. Des centaines d'années plus tard, Zheng He et Matsu, la déesse de la mer vénérée lors de ses expéditions en mer, devinrent les saints patrons des Chinois en Asie du Sud-Est. Après 600 ans d'histoire, le royaume de Malacca est depuis devenu la Malaisie. Dans les rues d'une ville malaisienne se trouve aujourd'hui une statue de Zheng He, illustrant le quotidien des Chinois à l'époque du grand navigateur. Cette maison chinoise fut construite entre la fin des Ming et le début des Qing.
représentant le style architectural chinois en Malaisie. Immigrante chinoise de 5e génération en Malaisie, Lei Bitsing est devenue guide touristique après sa retraite. 这个是福建会馆，可是这个叫天福宫。就早期的时候，其实他们是从一个庙开始的，他从一个庙拜，越来越多人，就变成一个会馆。所以这个是福建人的会馆，叫福建会馆。所以一般上他们在那一带上岸之后，他要寻求家人或者是邻里或者是同姓族人的协助跟帮忙的时候，他们就需要这些组织性的出现。所以这些组织性的出现就以会馆的方式，600年以后还是这个形态。Cette route commerciale des mers du Sud, de l'Inde au Sri Lanka et jusqu'en Afrique, a laissé un peu partout la marque de Zheng He. La flotte de Zheng He a non seulement apporté ici de la soie et de la porcelaine chinoise, mais également une culture et une technologie de production avancée, ainsi que les connaissances médicales chinoises de l'époque. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, nous pouvons encore retrouver la véritable histoire de cette période et donc ressentir l'influence de la dynastie Ming sur le monde d'antan. Le musée maritime de Singapour, en forme de navire, est le témoin éternel de l'ère florissante du commerce mondial, inauguré au cours de la période prospère de Yongle, de la grande dynastie Ming, il y a 600 ans. Conservée au musée de Shanghai, la pièce de monnaie nommée Trésor de Yongle ne fut pas mise en circulation sur le marché chinois sous le règne de Yongle, mais afflua vers différents pays d'outre-mer via les envoyés diplomatiques de la dynastie Ming. Les flottes de Zheng He transportèrent vers l'ouest un grand nombre de pièces de monnaie chinoises, avec l'empreinte Yongle pour l'octroi et le commerce avec divers pays. À cette époque, nombreux étaient ceux qui n'avaient pas la possibilité de frapper leur propre monnaie, alors que le trésor de Yongle commençait déjà à être largement utilisé dans les pays d'outre-mer. Dans une certaine mesure, on peut dire qu'il joua le rôle de monnaie mondiale dans le système tributaire de la dynastie Ming. Derrière l'argent se cachait la culture, qui incarnait les capacités civiles et militaires de l'empereur Yongle et sa stratégie de gouvernance du pays, représentant également la force et l'image de la nation. Le développement du commerce extérieur sous les Ming se traduisit non seulement par les échanges maritimes, mais aussi par la circulation florissante des marchandises terrestres. La carte des montagnes et rivières de l'Empire mongol des Yuan, sous forme d'un long parchemin, est également connue sous le nom de carte des montagnes et rivières sur la route de la soie. Elle est conservée au musée du Palais impérial. Cette peinture nous montre une très longue feuille de route de l'époque, de la passe de Jiayu du Gansu des Ming, située à la frontière chinoise, jusqu'au royaume à temple carré, l'actuelle ville de Jérusalem au Moyen-Orient. Sur cette carte, un endroit appelé Herat, alors très en vue, fut le siège de l'Empire timouride, une grande puissance s'étant développée en Asie centrale pendant la période de Yongle des Ming. Ce pays représenta une menace croissante pour la grande dynastie Ming. Au cours de la période de Yongle, dans la région voisine du nord-ouest de la Chine, une nouvelle puissance émergea, l'Empire timouride. En seulement quelques décennies, il se développa en un vaste empire traversant tout le continent eurasien. Son armée fut autrefois stationnée dans une région située à 200 km de la frontière de la grande dynastie Ming, devenant un danger pour la Chine. Mais en raison de la mort soudaine de Tamerlan, Timur, l'empire timouride tomba dans le chaos et la crise de la dynastie Ming fut temporairement résolue. Shah Rukh, un descendant de l'empire timouride, commença à payer un tribut à la grande dynastie Ming.
En 1414, Zhu envoya une nouvelle fois son émissaire Chen Chang à Herat, la capitale de l'empire timouride dans l'ouest. Cette fois, il s'y rendit avec un présent soigneusement préparé, chevaux au galop, une peinture traditionnelle d'un artiste de la cour impériale des Ming qui représente des chevaux offerts par chaque rouk à l'empereur Yongle. Profondément ému, Chakruk divertit chaleureusement Chen Chang et son groupe et écrivit également une lettre à Zhu. Zhu répondit par un courrier tout aussi enthousiaste. Par amitié, nous devons nous considérer comme une grande famille, et cela pour maintenir de bonnes relations et préserver la paix et le bonheur entre nos peuples. On peut dire que grâce au cheval, les deux puissants empires de l'Est et de l'Ouest conclurent à cette époque une période de paix internationale méritant bien des louanges. La route terrestre de la soie, voie commerciale reliant la Chine à l'Asie centrale, fut interrompue par la guerre. Elle put cependant être relancée par les deux grands souverains. Pendant le règne de Zhu des Ming, grâce aux efforts incessants des émissaires de plusieurs pays, les commerces terrestres et maritimes furent tous prospères. En novembre 1415, dans la 13e année du règne de Yongle, Zheng He revenait de son 4e voyage vers l'ouest et Chen Chang, lui, rentrait des régions occidentales. Ensuite, des émissaires de divers pays et régions de l'ouest se réunirent dans la capitale des Ming. À Nanjing, une grande cérémonie d'hommage eut lieu sur la place du pavillon de révérence au ciel. Ici, les protagonistes de la cérémonie ne furent pas seulement les diplomates étrangers, mais également des animaux et des oiseaux rares et précieux, et un bicorne qui fut considéré en Chine comme une bête de bon augure. Ce jour-là, cette bête de bonheur pénétrant le cœur des gens ne fut point un vain fantasme, mais une authentique girafe rarement vue en Chine. Dans la culture chinoise ancienne, le bicorne fut un vrai symbole. Venant de loin, cet animal signifiait la paix sous le ciel. 到底什么是麒麟，谁也说不出来到底什么。但是大家呢，看到这个长颈兽，因为长颈兽的发音就是类似麒麟，跟这个差不多，所以他把这两个叠加在一起，哎，把那个长颈鹿也叫麒麟。麒麟的象征意义好像有太平的意义，但主要还是它神兽，很有这个和平吉祥的这个象征。所以这幅画呢，当时是很有名，作为中外文化交流和明朝在当时外交上有一定的收益的一个重要标志。En 1421, Zhu transféra officiellement la capitale à Beijing. Lors de la grande cérémonie d'inauguration de la cité interdite, l'empereur eut le grand plaisir d'accueillir de nombreuses délégations étrangères. Ces diplomates visitèrent successivement les provinces du Shandong, du Henan et du Jiangsu, leur permettant ainsi de constater de leurs propres yeux la prospérité de cette Chine profonde. Ensuite, Zhu mobilisa 100 000 soldats au nord de Beijing pour lancer une spectaculaire partie de chasse d'une durée d'1 mois. D'après les livres historiques, ces guerriers firent une démonstration de nombreuses armes à poudre très sophistiquées, telles que le canon à tigre et le canon à dragon de feu, ce qui impressionna les invités étrangers. Cependant, en raison de la complexité des cérémonies tributaires, certains fonctionnaires ne supportaient plus leurs lourdes tâches. Plusieurs voix commencèrent à se faire entendre à l'intérieur et à l'extérieur de la cour.
pourront venir une fois tous les 3 ans et ceux plus éloignés tous les 5 ans. Ce sera plus facile à gérer pour eux comme pour nous. Bien que la rhétorique ait été pleine de tact, cela montra que Judy avait manifestement atteint son objectif en envoyant Zheng He et d'autres émissaires dans divers pays pour établir des liens amicaux. Les fonctionnaires pouvaient penser que cela était suffisant pour le moment, et donc inutile d'avoir autant d'activités diplomatiques, car cela coûtait beaucoup d'argent. Peu de temps après, les 3 pavillons de la cité interdite nouvellement construits furent frappés par la foudre et prirent feu. Des assistants expliquèrent à Zudi que c'était une punition résultant des voyages de Zheng He vers l'ouest. Dès lors, les appels des courtisans de la cour pour arrêter les expéditions de Zheng He devinrent de plus en plus forts, et Judy commença également à hésiter quant aux activités de Zheng He. Malgré tout, Judy envoya la flotte de Zheng He escorter le retour de diplomates de 16 nations. Ce fut donc le dernier voyage de Zheng He vers l'ouest, au cours de la période de Yongle, la plus longue destination étant l'actuelle Mombasa, au Kenya. Alors que la flotte de Zheng He était encore en pleine mer, la vie de Judy, l'empereur Yongle, prit fin sur le chemin de son expédition vers la Mongolie. Après la mort de Judy, Zhu Gaoqi, l'empereur Zhenzong des Ming, ordonna l'arrêt des voyages vers l'ouest en raison du déficit financier. Zheng He fut ensuite nommé commissaire logistique de la garnison de Nanjing. Dans son temps libre, il convoquait du personnel pour collecter diverses cartes marines et les compiler. Son objectif était d'élaborer une carte marine à grande échelle des voyages vers l'ouest, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de carte de navigation maritime de Zheng He. L'empereur Zhenzong des Ming, qui s'opposa au voyage vers l'ouest, mourut de suite d'une maladie après 9 mois seulement passés sur le trône. Succédant au pouvoir, Zhu Jianji, l'empereur Xuanzong des Ming, qui fut témoin dans sa jeunesse des grandes cérémonies tributaires, eut longtemps l'idée d'imiter son grand-père, espérant changer la situation économique difficile du pays grâce aux tribus étrangers. Au cours de la 5e année du règne de Xuande, Zhu Jianji décida de reprendre les voyages vers l'ouest et publia un édit nommant commandant les 2 eunuques Zheng He et Wang Jinghan. Zheng He, âgé d'à peine 60 ans, fut toujours aussi ambitieux dans ses années moroses. Contrairement au passé, cette fois-ci, avant de partir, il décida de consigner toutes ses expéditions antérieures et les différents obstacles rencontrés en mer. Il ordonna la réalisation d'une sculpture de 2 stèles en pierre qui furent placées dans les 2 pavillons de la Favorite céleste dans les provinces du Jiangsu et du Fujian. C'était avant tout pour exprimer sa reconnaissance pour la bénédiction de Matsu, ou la déesse de la mer, et aussi pour partager avec les générations futures le fruit de son travail sans relâche durant la seconde partie de sa vie. Le 6 décembre de cette année-là, d'après le calendrier lunaire, Zheng He quitta Nanjing pour son 7e grand voyage. 3 ans plus tard, la flotte rentra glorieusement au pays, mais Zheng He n'est jamais revenu dans la cité interdite. Peu de temps après le retour de la flotte de Zheng He,
l'empereur Xuanzong des Ming interdit aux navires de reprendre la mer. Il stoppa les travaux de construction et de réparation des grands voiliers et les contrevenants furent exécutés. L'extraordinaire expédition maritime de la grande dynastie Ming prenait fin. Sous les Ming, la défense militaire en mer passa d'une diplomatie active à l'époque de Zhu à une position passive. Plus de flotte comme celle de Zheng He pour équilibrer les intérêts des pays côtiers et maintenir activement la paix sur les océans. Au milieu et à la fin de la dynastie Ming, les conflits le long de la côte chinoise commencèrent à augmenter, en particulier sur la côte sud-est de la Chine où apparurent des troubles causés par les Japonais. En 1523, moins de 100 ans après le dernier voyage de Zheng He vers l'ouest, un grave incident choqua la cour et le peuple des Ming. Le Japon avait envoyé des émissaires en Chine pour honorer l'empire des Ming. Mais très mécontents de l'accueil, les Japonais battirent à mort les fonctionnaires locaux. Cette agression refléta pleinement la faiblesse des forces de défense côtière des Ming à cette époque, à peine à la moitié de la période de Yongle. À ce moment-là, les officiers locaux accusèrent le Bureau national des douanes des Ming, arguant que sans l'existence d'un tel organisme extérieur, ce drame n'aurait pas eu lieu. Ils demandèrent à l'empereur chinois de supprimer ce bureau. L'abolition du bureau signifia donc un arrêt brutal du commerce et des échanges avec l'extérieur, mais aussi l'interdiction aux émissaires étrangers de se rendre à la cour des Ming et le blocage de l'ensemble des canaux d'échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde. Au cours des décennies suivantes, les étrangers qui attendaient impatiemment de rencontrer la grande dynastie Ming commencèrent les uns après les autres à quitter la Chine. En 1486, un moine japonais mit fin à contre-cœur à ses voyages et séjours en Chine et retourna à Suowu, sa ville natale dans la province japonaise du Yamaguchi. Il commença à peindre la fameuse toile « Montagnes et rivières des 4 saisons », mesurant 16 mètres de long et devenu plus tard un trésor national du Japon. Sur l'œuvre, on peut lire cette inscription. Le vieil homme Sheshu Toyo dans le premier pavillon de Tiantong. Le souvenir de son séjour dans la montagne Tiantong à Ningbo quand il vivait en Chine. Le moine Seishu Toyo est connu comme un maître de la peinture au Japon, avec sa technique des paysages acquise dans l'apprentissage de la peinture traditionnelle sous la dynastie Ming. En 1467, le moine Seishu arriva à Ningbo, dans la province du Zhejiang, par un navire d'émissaires japonais. Il séjourna au temple Tiantong et parcourut le sud du fleuve Yangtze. Aux côtés des 2 peintres de la cour chinoise de l'époque, il apprit plusieurs techniques artistiques comme la coloration, l'aspersion d'encre et l'estompe employée dans la peinture à l'encre de Chine. Il devint plus tard un célèbre maître et influença l'école japonaise de peinture de paysage. Lorsque le vieux Seishu créa cette œuvre, il pensait peut-être à une partie de sa vie chez les Ming, se souvenant de la première fois où il vit les côtes chinoises depuis la vaste mer. Sur la mer froide au début du printemps, un navire coupait les vagues dans le cahotement des eaux turbulentes. Chevauchant le vent d'est du mois de mars, les voiles étaient complètement tendues. À travers le roulement des vagues, le nom du bateau Teramaru et l'emblème de la famille en forme de pétales de fleurs pouvaient être aperçus sur le côté du bateau. Un moine se tient à la proue du navire, regardant droit devant lui.
La cloche sonna de nouveau à Beijing. Lors de la construction de la cité interdite, il y a 600 ans, Zhu ordonna la fonte d'une cloche géante, la grande cloche de Yongle. Celle-ci fut recouverte d'inscriptions bouddhistes de 230 000 caractères fusionnés aux grandes aspirations de Zhu. Que la Chine et ses voisins soient en paix, que la nation soit prospère et les habitants heureux, la récolte abondante et le peuple loyal et filial. Ainsi le monde sera unifié. Ce fut aussi le souhait de la dynastie Ming. Après les règnes de Zhu, de Zhendong et de Xuanzong, la dynastie Ming devint peu à peu statique. L'expédition combattante du Nord ne se reproduisit plus jamais. La navigation maritime vers le Grand Tour, dans les vagues déferlantes, ne se fit plus jamais. La dynastie Ming, qui eut autrefois une large perception du monde, devint têtue et rigide. Et pourtant, le monde changeait tranquillement. 600 ans, c'est assez long pour tester la capacité de ceux qui viennent après à réaliser de simples souhaits. 600 ans, c'est assez court quand le changement semble s'opérer en un instant.